Dans ce chapitre, nous allons étudier les différents facteurs qui permettent de contrôler l'excrétion du sodium par les reins afin de maintenir stable le volume sanguin et le volume du liquide extracellulaire. Le volume du liquide extracellulaire représente 20% environ du poids corporel, soit 14 litres chez un adulte de 70 kg. Ce volume dépend du contenu total en sodium qui, avec les anions qui l'accompagnent, constitue la majorité des solutés du liquide extracellulaire. Il est déterminé avant tout par l'égalité des entrées et des sorties de sel et d'eau. En effet, les variations de la concentration en sodium du liquide extracellulaire s'accompagnent en général de variations dans le même sens de son volume, à condition que le système de l'hormone antidiurétique et de la soif fonctionne normalement. Comme la prise de sel et de liquide varie en fonction des habitudes alimentaires et même d'un jour à l'autre, les reins maintiennent l'équilibre sodique et régulent le volume extracellulaire en ajustant l'excrétion urinaire de sel et d'eau en fonction des apports. Nous ingérons beaucoup de chlorure de sodium dans notre alimentation. Près de 9 grammes par jour, ce qui représente une ingestion quotidienne moyenne d'environ 150 milliosmoles de sodium et 150 milliosmoles de chlore. Des pertes de sodium plus ou moins importantes peuvent se faire par la sueur. Et quant aux pertes digestives, elles sont faibles, mais peuvent augmenter en cas de diarrhée hydroélectrolytique. En conditions normales, le rein est donc le principal organe d'excrétion du sodium. Comme pour l'eau, les reins ont la capacité d'ajuster l'excrétion urinaire de sodium, on parle alors de natriurèse, en fonction des apports, ce qui fait qu'il peut excréter aussi bien une urine dépourvue qu'une urine chargée de sodium. Cet équilibre permet de maintenir constante la quantité de sodium et donc le volume du liquide extracellulaire. La fraction plasmatique du sang contribue de façon substantielle au volume sanguin total. Et comme le volume plasmatique fait partie du volume du liquide extracellulaire, le contrôle de l'équilibre sodique est essentiel au maintien à l'intérieur des limites physiologiques, du débit cardiaque, de la pression sanguine et de la perfusion tissulaire. Vous avez déjà d'ailleurs abordé cette notion lors des cours de physiologie cardiovasculaire. Voici un exemple de la façon dont les reins maintiennent l'homéostasie du sodium face aux variations d'apport. Ici, une ingestion de sel sans ingestion d'eau. Dans un premier temps, l'augmentation de la concentration en sodium du liquide extracellulaire va augmenter son osmolarité. Comme nous l'avons vu au cours du cours précédent, ceci va déclencher une libération d'hormones antidiurétiques, également appelée vasopressine, et va stimuler la soif. L'hormone antidiurétique va favoriser la rétention d'eau par les reins et la soif va déclencher une ingestion d'eau. Ceci va diminuer l'osmolarité, mais augmenter le volume du liquide extracellulaire et donc de la pression artérielle. En plus de déclencher les réflexes de régulation de la pression artérielle que vous connaissez déjà et que je vous encourage à revoir à cette occasion, l'augmentation de la volémie et de la pression vont entraîner une série de réactions grâce auxquelles le rein excrétera l'excès de sel et d'eau. Ceci permettra de ramener le volume du liquide extracellulaire, la pression artérielle et l'osmolarité à des valeurs normales. Ces réponses seront plus lentes que les réflexes cardiovasculaires, mais plus efficaces car la correction sera définitive. Comme pour la régulation de la pression artérielle, la régulation rénale de l'équilibre sodique et du volume du liquide extracellulaire comprend une composante afférente constituée de récepteurs capables de détecter l'état de remplissage du compartiment extracellulaire et une composante efférente avec divers mécanismes capables de modifier la fonction rénale pour corriger les déséquilibres. Le liquide extracellulaire comprend le compartiment vasculaire et le liquide interstitiel. Or, le volume du compartiment interstitiel est essentiellement déterminé par les échanges qu'il effectue avec le compartiment plasmatique sous l'action des forces de Starling à travers la membrane capillaire. Les récepteurs impliqués dans le contrôle de la volémie surveillent donc essentiellement l'état de remplissage du compartiment vasculaire, c'est-à-dire le volume plasmatique ou encore volume sanguin efficace, qui est de toute façon le volume essentiel au bon fonctionnement de la circulation.
Les variations du volume sanguin efficace sont perçues par différents types de récepteurs dans le compartiment vasculaire. Dans le compartiment à haute pression, les variations du volume sanguin efficace vont se traduire par des changements du débit cardiaque et donc de la pression artérielle. Les variations de pression seront ensuite perçues par les barorécepteurs aortiques et carotidiens et par les barorécepteurs intrarénaux situés sur les artérioles afférentes glomérulaires. Dans le compartiment à basse pression, caractérisé par sa forte compliance, les changements de volume sanguin efficace vont modifier le niveau de distension des parois. Ceci sera détecté par les volorécepteurs situés dans les oreillettes cardiaques à la jonction avec les gros troncs veineux des circulations pulmonaires et systémiques. Quant au compartiment interstitiel, il ne contient pas de récepteurs capables de détecter ces changements de volume. Son volume change lorsque celui du compartiment vasculaire change, et ceci permet de maintenir le volume sanguin efficace stable. Les divers mécanismes effecteurs qui vont permettre la régulation de l'équilibre sodique et du volume du liquide extracellulaire sont essentiellement d'origine nerveuse ou hormonale. Ces mécanismes ont tous la capacité de modifier d'une façon ou d'une autre la fonction rénale et d'ainsi ajuster l'excrétion urinaire de sodium et d'eau en fonction des informations fournies par les barorécepteurs et les volorécepteurs. Pour ce faire, les deux facteurs déterminants de la fonction rénale vont être la cible de ces régulations, le débit de filtration glomérulaire dans une moindre mesure, et surtout la réabsorption tubulaire. La majorité des mécanismes régulateurs sont activés par une diminution du volume sanguin efficace, et leurs effets sur le rein vont diminuer la natriurèse et la diurèse. Il s'agit du système rénine-angiotensine-aldostérone, du système nerveux sympathique et du mécanisme de l'ADH et de la soif. Le facteur natriurétique auriculaire est le seul à être libéré par une augmentation du volume sanguin efficace et ses effets sur le rein vont augmenter la natriurèse et la diurèse. Voici un rappel des différents facteurs qui favorisent la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires en réponse à la diminution du volume sanguin circulant. La baisse de pression artérielle, couplée à l'hypovolémie, diminue le degré d'étirement des barorécepteurs des artérioles afférentes, des barorécepteurs artériels et des volorécepteurs. Ceci active la sécrétion de rénine, soit directement dans le cas des barorécepteurs intrarénaux, soit à travers l'activation du système nerveux sympathique. Et finalement, l'hypovolémie, via la réduction du débit de filtration glomérulaire, réduit l'apport de NaCl délivré à la macula densa, ce qui active la sécrétion de rénine. Attention, il ne faut pas confondre cet effet avec le rétrocontrôle tubuloglomérulaire que nous avons vu au 4e chapitre du cycle 3 et où la réduction de l'apport de sodium à la macula densa entraîne une augmentation du débit de filtration glomérulaire par un mécanisme encore inconnu, mais complètement indépendant de la sécrétion de rénine. Le système rénine-angiotensine est le principal mécanisme de régulation de la synthèse et de la libération de l'aldostérone par les glandes surrénales qui, comme leur nom l'indique, sont situées juste au-dessus des reins. La conversion d'angiotensinogène en angiotensine 1 par la rénine, puis de cette angiotensine 1 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine, aboutit à la formation d'angiotensine 2, et cette dernière est un puissant stimulant de la libération d'aldostérone par le cortex surrénalien. Le cortex est la portion la plus volumineuse de la surrénale et il entoure la médullo-surrénale qui appartient au système nerveux sympathique et qui libère des catécholamines lors d'une activation sympathique. Les cellules du cortex synthétisent une grande variété d'hormones stéroïdes à partir du cholestérol. Elles sont organisées en 3 couches concentriques autour de la médullo-surrénale. L'aldostérone est synthétisée et libérée par les cellules en amas de la couche la plus superficielle du cortex, également appelée zone glomérulée. L'aldostérone représente plus de 95% des hormones minéralocorticoïdes synthétisées par cette zone. Le nom de minéralocorticoïdes leur a été attribué à cause de leur rôle dans la régulation du sodium et du potassium. En plus de l'angiotensine 2, 2 autres facteurs régulent la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien. Les variations des concentrations plasmatiques de sodium et de potassium agissent directement sur les cellules de la zone glomérulée.
La diminution de la concentration de sodium et l'augmentation de la concentration de potassium stimulent la libération de l'aldostérone. Ce schéma ne l'indique pas, mais les conditions inverses, à savoir une augmentation de la concentration de sodium et une diminution de la concentration de potassium, ont un effet inhibiteur. La sécrétion d'aldostérone est également inhibée par le facteur natriurétique auriculaire, libéré par l'étirement de la paroi des oreillettes lors d'une élévation de la volémie. Ce schéma nous montre également la cible de l'aldostérone, à savoir les tubules rénaux, où elle augmente la réabsorption de sodium et favorise l'excrétion de potassium. Lorsque la réabsorption de sodium s'accompagne d'une réabsorption d'eau, la volémie et la pression artérielle augmentent. Au niveau du tubule rénal, l'aldostérone agit sur le dernier segment du tubule contourné distal et sur le tubule collecteur. Plus précisément, elle agit sur les cellules principales, aussi appelées cellules P, de ces tubules. Comme toutes les cellules du tubule rénal, ces cellules ont des pompes sodium-potassium sur leur membrane basolatérale et elles contiennent des canaux de fuite pour le sodium et le potassium sur leur membrane apicale. Sur ce schéma, nous voyons en 1 que l'aldostérone, comme toutes les hormones stéroïdes, traverse la membrane cellulaire par simple diffusion pour aller se lier à son récepteur cytoplasmique. Le complexe hormone-récepteur migre alors vers le noyau où il déclenche la transcription de gènes codant pour de nouvelles pompes sodium-potassium et de nouveaux canaux de fuite qui sont ajoutés dans les membranes basolatérales et apicales. Le résultat est une augmentation de la réabsorption du sodium et de la sécrétion du potassium par les cellules principales. La réabsorption du sodium et de l'eau sont donc indépendantes et régulées séparément dans cette partie du néphron. En effet, contrairement au tubule contourné proximal, qui est très perméable à l'eau et où la réabsorption du sodium s'accompagne automatiquement d'une réabsorption d'eau, le tubule contourné distal et le tubule collecteur ne sont perméables à l'eau qu'en présence d'hormones antidiurétiques. La réabsorption de sodium par l'aldostérone ne s'accompagne donc pas systématiquement d'une réabsorption d'eau, sauf en présence d'hormones antidiurétiques. Les effets du système rénine-angiotensine-aldostérone sur la régulation du volume du liquide extracellulaire ne se limitent pas à ceux de l'aldostérone. En effet, l'angiotensine 2 par elle-même a également des effets importants sur la manipulation rénale du sodium et de l'eau. Nous voyons sur cette figure que l'angiotensine 2, dont la sécrétion est stimulée par une chute de pression artérielle ou du volume du liquide extracellulaire, augmente à la fois la pression et le volume de ce liquide extracellulaire. Elle élève la pression artérielle par ses effets vasoconstricteurs périphériques et en augmentant la stimulation sympathique du cœur et des vaisseaux par le centre cardiovasculaire bulbaire. Au niveau de la régulation de la volémie, elle est responsable de la libération de l'aldostérone, mais également elle stimule directement la réabsorption de sodium et donc la réabsorption d'eau par le tubule contourné proximal. De plus, elle agit sur l'hypothalamus pour augmenter la libération d'hormones antidiurétiques et stimuler la soif. Les nerfs sympathiques rénaux innervent les artérioles afférentes et efférentes et les divers segments du tubule rénal. À travers les réflexes déclenchés par les baros et les volorécepteurs, l'activité sympathique rénale varie à l'inverse de la volémie. En réponse à la contraction volumique, le système sympathique va être activé et va diminuer la natriurèse par 3 mécanismes. Le plus puissant est la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires, ce qui va entraîner une production d'angiotensine 2 et d'aldostérone. Le système sympathique, comme l'angiotensine 2, stimule aussi directement la réabsorption de sodium et d'eau au niveau du tubule contourné proximal. En ce qui concerne le débit de filtration glomérulaire, il n'est normalement pas affecté par le système nerveux sympathique, mais une forte activation, comme celle qui accompagne une hypovolémie importante, va provoquer une vasoconstriction des artérioles afférentes et va réduire le débit sanguin rénal, le débit de filtration glomérulaire et donc la quantité de sodium filtré. Finalement, en réponse à une expansion du volume extracellulaire, l'inhibition du système sympathique augmente la natriurèse essentiellement en diminuant la réabsorption de sodium par le tubule contourné proximal.
Le facteur ou peptide natriurétique auriculaire est une hormone peptidique sécrétée par des cardiomyocytes spécialisés des oreillettes lorsque la paroi auriculaire est étirée par une augmentation de la pression de remplissage. Il est synthétisé à partir du clivage d'un précurseur qui donne lieu à plusieurs fragments hormonaux actifs. On regroupe d'ailleurs les membres de cette famille sous le nom de peptides natriurétiques. Contrairement aux autres effecteurs que nous venons de voir qui répondent surtout aux variations de pression induites par les changements de volume, l'expansion volémique est le principal facteur physiologique de libération de facteurs natriurétiques auriculaires. Son effet sur la fonction rénale est puissant et se traduit par une excrétion urinaire rapide de chlorure de sodium et d'eau. Cette puissance et cette rapidité d'action s'expliquent par diverses actions physiologiques, toutes destinées à réduire la volémie. Au niveau rénal, le facteur natriurétique auriculaire et les peptides apparentés produisent une vasodilatation des artérioles afférentes et une vasoconstriction des artérioles efférentes. La conséquence est que le débit sanguin rénal n'est pas modifié, mais que le débit de filtration glomérulaire augmente de façon substantielle. Au niveau tubulaire, le facteur natriurétique auriculaire inhibe la réabsorption passive de sodium par les canaux sodiques des cellules principales du tubule distal et du tubule collecteur. Et finalement, le facteur natriurétique auriculaire inhibe la sécrétion de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. Les actions extrarénales sont un effet inhibiteur direct sur la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal qui vient s'ajouter à celui produit par la diminution de la sécrétion de rénine, et finalement des effets hypothalamiques avec comme conséquence une diminution de la sécrétion d'hormones antidiurétiques et de la soif. En résumé, les mécanismes qui régulent le volume du liquide extracellulaire sont nombreux, complexes et reliés les uns aux autres. Nous allons malgré tout essayer d'intégrer les notions que nous venons de voir dans ce cours en regardant de façon globale les réponses induites par différentes perturbations de la volémie. Nous allons commencer par une expansion isoosmotique du volume extracellulaire, comme celle qui accompagne une infusion de solution saline isotonique. Dans ce cas, comme le volume sanguin efficace est augmenté, la réponse adaptatrice sera une libération de facteurs natriurétiques auriculaires et une diminution de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone, du système nerveux sympathique, de l'hormone antidiurétique et du mécanisme de la soif. À noter le rôle important du facteur natriurétique auriculaire qui peut inhiber à la fois la libération de l'hormone antidiurétique, de la rénine et de l'aldostérone. Nous allons maintenant regarder les conséquences sur la fonction rénale. D'abord, le débit de filtration glomérulaire, celui-ci va augmenter sous l'effet du facteur natriurétique auriculaire, ce qui va augmenter la quantité de sodium et d'eau filtrée. Dans le tubule contourné proximal, la réabsorption du sodium et donc obligatoirement celle de l'eau va diminuer en réponse à la réduction du tonus sympathique et au faible taux d'angiotensine 2. Dans le dernier segment du néphron, la réabsorption du sodium va diminuer sous l'effet du facteur natriurétique auriculaire et du faible taux d'aldostérone. Quant à la réabsorption de l'eau, elle va diminuer car la sécrétion d'hormones antidiurétiques sera inhibée par le facteur natriurétique auriculaire. Finalement, le mécanisme de la soif sera également inhibé par le facteur natriurétique auriculaire. Tous ces mécanismes vont corriger l'expansion volumique en augmentant l'excrétion urinaire de sodium, mais également d'eau. Dans le cas d'une contraction isoosmotique du volume extracellulaire, comme celle produite par une diarrhée, le volume sanguin efficace est diminué et ceci va entraîner une diminution de la libération de facteurs natriurétiques auriculaires et une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, du système nerveux sympathique, une libération d'hormones antidiurétiques et une stimulation de la soif. Au niveau du débit de filtration glomérulaire, celui-ci sera peu affecté, sauf en cas de chute importante de pression et de volume, où la forte activation du système nerveux sympathique va alors le faire diminuer. Au niveau du tubule contourné proximal, la réabsorption de sodium, et donc obligatoirement celle de l'eau,
vont augmenter sous l'action du système nerveux sympathique et de l'angiotensine 2. Dans le dernier segment du néphron, la réabsorption du sodium va augmenter sous l'effet de l'aldostérone et celle de l'eau sous l'effet de l'hormone antidiurétique. Finalement, le mécanisme de la soif sera déclenché par les mêmes mécanismes que la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Tous ces facteurs vont donc rétablir le volume sanguin efficace en réduisant l'excrétion urinaire de sodium et d'eau. Tout ceci peut vous paraître très complexe et pourtant cela le devient encore plus si nous prenons en compte les effets cardiovasculaires de cette régulation qui contribuent eux aussi au maintien du volume sanguin efficace et donc à la perfusion des organes. En fait, l'intégration de toutes ces voies de contrôle est un des concepts les plus difficiles de la physiologie. Alors afin de simplifier un peu les choses, nous pouvons résumer la régulation du volume du liquide extracellulaire de la façon suivante. Lorsque celui-ci augmente, l'augmentation du volume sanguin efficace déclenche des réflexes neurohormonaux, en particulier une libération de facteurs natriurétiques auriculaires, qui favorisent l'excrétion urinaire de sodium. La diminution de l'osmolarité du liquide extracellulaire qui en résulte entraîne une diminution de la production d'hormones antidiurétiques et une diurèse. L'excrétion urinaire de sodium et d'eau permet ainsi de diminuer le volume du liquide extracellulaire. A l'inverse, la diminution du volume du liquide extracellulaire et du volume sanguin efficace favorise une réabsorption de sodium, principalement à travers l'activation du système nerveux sympathique et du système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui augmente l'osmolarité du liquide extracellulaire et la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Il en résulte une diminution de l'excrétion de sodium et d'eau qui, couplée à la stimulation de la soif, va permettre de rétablir le volume du liquide extracellulaire. En plus des régulations que nous venons d'étudier, il ne faut pas non plus oublier le rôle du compartiment interstitiel, dont le volume change en réponse aux variations de pression hydrostatique capillaire et de pression oncotique du compartiment plasmatique. En conditions normales, ceci lui permet d'amortir les variations de volume vasculaire. Toutefois, comme il n'y a pas de détection et donc pas de régulation du volume du liquide interstitiel, celui-ci augmente et un œdème peut apparaître lorsque le volume plasmatique filtré dépasse le liquide interstitiel qui retourne dans l'espace vasculaire. Ceci se produit lorsque l'équilibre entre la pression hydrostatique capillaire et la pression oncotique plasmatique est rompu. L'équilibre des forces de Starling est modifié dans diverses pathologies. Par exemple, une augmentation de la pression veineuse donnera lieu à un œdème généralisé lors de l'insuffisance cardiaque droite ou localisé lors d'une obstruction veineuse à cause de son retentissement sur la pression hydrostatique capillaire. L'œdème peut également survenir à cause d'une diminution de la pression oncotique plasmatique lors d'un déficit en albumine. L'hypoalbuminémie peut être due à une synthèse hépatique ralentie par un régime alimentaire pauvre en protéines ou par une cirrhose hépatique. Elle peut également être la conséquence d'une perte d'albumine au niveau intestinal ou encore au niveau urinaire, comme dans le syndrome néphrotique. L'augmentation de la perméabilité capillaire qui accompagne l'inflammation peut aussi se traduire par une fuite de protéines dans l'espace interstitiel et par une élévation de la pression oncotique interstitielle et une diminution de la pression oncotique plasmatique. Finalement, toute obstruction de la circulation lymphatique, par exemple par des cellules cancéreuses, se traduira par une accumulation de liquide interstitiel dans la région concernée. Si le déséquilibre est faible, il n'y aura pas d'œdème car les lymphatiques draineront le liquide en excès, mais lorsque les forces sont dépassées, l'œdème apparaît de façon généralisée ou localisée selon la cause. Dans l'insuffisance cardiaque congestive, la cirrhose hépatique et le syndrome néphrotique, le liquide plasmatique se déplace de façon globale vers le compartiment interstitiel. C'est ce que montre le panneau du milieu sur cette figure. Ceci provoque une contraction du volume sanguin efficace qui favorise une rétention d'eau et de NaCl par les reins selon les divers mécanismes que nous venons de voir afin de ramener ce volume à la normale. C'est ce qu'illustre le panneau de droite. Dans cette situation, du liquide s'accumule donc progressivement dans les tissus et quand l'expansion de volume dépasse 3 ou 4 litres, l'œdème devient visible. Au bout d'un certain temps,
L'augmentation de la pression hydrostatique du liquide interstitiel s'oppose aux forces qui font sortir le liquide de l'espace vasculaire et un nouvel équilibre s'installe. Les principales indications de l'utilisation des diurétiques sont les maladies édémateuses avec augmentation du volume du liquide extracellulaire et l'hypertension artérielle. Plusieurs types de médicaments peuvent provoquer une diurèse, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement à ceux qui le font par une action natriurétique, c'est-à-dire en inhibant la réabsorption du sodium à différents niveaux du néphron, ce qui est le but recherché dans le traitement des œdèmes. De plus, ceci vous permettra de revoir les différents mécanismes de réabsorption du sodium par le tubule rénal. Ces diurétiques ont été classés selon leur site, leur mode d'action et leur effet sur la kaliémie. Il s'agit des diurétiques de Lenz, des diurétiques thiazidiques qui favorisent la sécrétion de potassium et les diurétiques d'épargne du potassium. Le mécanisme d'action de ces diurétiques natriurétiques montre bien encore une fois que le volume du liquide extracellulaire est déterminé par son contenu en sodium. En favorisant l'excrétion urinaire de sodium, il diminue la natrémie et donc l'osmolarité du liquide extracellulaire. La sécrétion d'hormones antidiurétiques est inhibée, ce qui va entraîner une excrétion d'eau par le rein et diminuer le volume du liquide extracellulaire. Les diurétiques de Lenz, comme le furosémide, inhibent le cotransporteur sodium-potassium-chlore dans la branche ascendante de Lenz de Henle. Ce sont les diurétiques les plus puissants, puisqu'ils peuvent éliminer dans l'urine presque 25% du sodium filtré. De plus, en inhibant ce cotransporteur, ils interfèrent avec le mécanisme de concentration à contre-courant et diminuent ainsi la capacité des reins à concentrer l'urine. Toutefois, ils augmentent également l'excrétion urinaire de potassium et sont donc hypokaliémiants, ce qui peut provoquer des effets musculaires ou cardiaques indésirables chez certains patients. Les diurétiques thiazidiques inhibent le cotransporteur sodium-chlore situé sur la membrane luminale du premier segment du tubule contourné distal. L'effet natriurétique est moins puissant que celui obtenu avec les diurétiques de Lenz. Comme ces derniers, ils sont hypokaliémiants car en bloquant la réabsorption du sodium dans la première partie du tubule distal, ils augmentent la quantité de sodium qui arrive à la macula densa. Ceci induit une libération de rénine, une production d'aldostérone et une excrétion urinaire de potassium. À la fin du tubule distal et dans le tubule collecteur, deux types de diurétiques diminuent la réabsorption du sodium, mais également la sécrétion tubulaire et l'excrétion urinaire de potassium, d'où leur nom de diurétiques d'épargne du potassium. Ils agissent en bloquant l'action de l'aldostérone par deux mécanismes différents. Dans le cas de l'amyloride, ils bloquent les canaux sodiques de la membrane luminale des cellules principales. Si vous me suivez toujours, vous réaliserez d'ailleurs que cette action est similaire à celle du facteur natriurétique auriculaire. Le spironolactone, quant à lui, empêche la liaison de l'aldostérone à son récepteur intracellulaire. Ce sont des diurétiques peu puissants, car ils agissent au niveau de la partie terminale du néphron, où simplement 1 à 2% du sodium est réabsorbé. À noter également que comme ils diminuent la sécrétion de potassium, ils sont hyperkaliémiants, ce qui peut chez certains patients provoquer des arythmies cardiaques sévères. J'aimerais quand même, pour terminer, vous donner un petit aperçu de ce qu'est en réalité la réponse intégrée de l'organisme face à une perturbation de l'équilibre hydroélectrique. Voici l'ensemble des régulations déclenchées par une déshydratation sévère, une situation où la perte d'eau occasionne une diminution du volume du liquide extracellulaire associée à une augmentation de son osmolalité. Rassurez-vous, ce type de schéma ne fera pas l'objet de questions à l'examen. Je vous le montre entre autres pour vous permettre de réviser en même temps des notions vues aussi bien en physiologie cardiovasculaire qu'en physiologie rénale. Et puis finalement, il y a sur ce schéma une notion que nous n'avons pas abordée dans les deux chapitres que nous venons de voir, à savoir que face à deux régulations opposées, comme c'est le cas ici, où la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien est stimulée par l'hypovolémie et inhibée par l'osmolalité élevée, c'est le stimulus le plus puissant, c'est-à-dire le plus vital, qui prédominera. Ici, il s'agit du contrôle de l'osmolalité du liquide extracellulaire, puisque celle-ci est essentielle au volume et donc au fonctionnement normal des cellules.